Michel Destaut, bonjour. Vous êtes Bonjour. député maire de Grenoble. Vous êtes surtout la puissance invitante, si je puis dire, puisque vous êtes le président de l'Association des maires des grandes villes de France. Donc nous allons vous poser quelques questions d'abord évidemment sur Grenoble et puis ensuite un peu sur toutes les problématiques qui ont été abordées au cours de cette journée, fructueuse et très intéressante, très riche en propositions. On voit bien qu'à Grenoble, l'innovation et l'enseignement sont un peu l'éducation au sens large, l'enseignement supérieur, sont les deux piliers de Grenoble. Comment une ville comme Grenoble peut s'appuyer sur ces piliers pour construire un autre avenir et être pilote dans l'avenir des territoires en France? C'est sa marque de fabrique. D'abord, c'est son histoire. Il y a 1 siècle et demi, l'invention de la houille blanche, c'est-à-dire de l'électricité d'origine hydraulique, vient de Grenoble. Et c'était déjà une première transformation, avec les premières applications de l'électricité sur la papeterie, le textile et la chimie. Il n'est pas étonnant que son maire soit ingénieur d'ailleurs. Et voilà, et on a rebondi. Après la guerre, ça a été l'arrivée du CEA, l'arrivée des applications de l'énergie, d'abord nucléaire et aujourd'hui des nouvelles technologies de l'énergie. On a rebondi aussi sur ce qu'on appelle la puce électronique, avec les micro-nanotechnologies, les applications du science du vivant pour les biotechnologies. Et tout ça a constitué ce qu'on appelle un cluster, un pôle de compétitivité qui était souvent d'ailleurs une référence parce que c'est enraciné dans le temps et c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que c'est pas une seule activité. Quand on a une seule activité, regardez le charbon, regardez l'acier, même l'aéronautique, on peut avoir des moments difficiles, tandis que quand on s'appuie sur plusieurs disciplines, c'est comme la Silicon Valley californienne, on a des capacités de rebond continuelles. D'où le taux de croissance de l'agglomération Grenoble. Aujourd'hui, le Grand Grenoble, c'est 500 000 habitants. C'est assez extraordinaire, excusez-moi, j'en parle évidemment avec passion. Et puis en plus, c'est au cœur des beaucoup montagnes. D'habitants jeunes, en plus. Bien sûr, relativement enclavés, mais il y a une telle attractivité parce que les gens voient la lumière sous la porte, disent on va y trouver du travail. Beaucoup sont venus, ce qui ne veut pas dire qu'on a réduit à due concurrence le chômage parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, souvent de l'extérieur. C'est une ville très internationale, 40 communautés bien constituées de façon internationale, mais il y a eu un dynamisme, un taux d'expansion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus Paris ou la région parisienne qui ont le taux de croissance le plus fort en France. Ce sont des villes comme Rennes ou comme Grenoble qui dépassent les 3% et qui fait que bon an, mal an, on arrive finalement à avoir le niveau, la tête au-dessus de l'eau au niveau français, sinon on serait déjà en dépression. Voilà. D'ailleurs, vous avez l'habitude de dire que les grandes agglomérations sont au cœur du système productif français, Absolument. puisque 50% du PIB français est produit dans les grandes agglomérations françaises, ce qu'on ne sait pas suffisamment. Donc, absolument, et ça on le plaide extrêmement fort, car si l'on veut véritablement sortir des discours, sortir des slogans, si on pense que l'emploi c'est la solidarité numéro 1, c'est la préoccupation numéro 1 sur laquelle tout le monde doit se mobiliser, regardons là où on produit plus de 50% de la valeur ajoutée, la création de richesse, elle est aujourd'hui essentiellement dans les grands pôles urbains. Oui, alors pourquoi malheureusement les grandes collectivités locales ont du mal, on peut dire, à faire entendre leur voix dans le débat national? Il y a 36 000 maires, vous savez, parce qu'il y a 36 000 communes. Mais il n'y a qu'un maire 60 000 collectivités en France. Il n'y a qu'un maire de Paris, pourtant c'est 2 millions d'habitants. Il n'y a qu'un maire de Lyon, et pourtant le Grand Lyon, c'est 1 million d'habitants. Blague en coin, c'est aussi la capacité, je crois, aujourd'hui de sortir d'un pays qui a une telle tradition centralisée, jacobine. On parle d'acte 1, d'acte 2, d'acte 3 de la décentralisation. Non, d'un chien, il faudrait quand même qu'on parle d'acte de la territorialisation. On a inscrit dans notre Constitution... Et qu'est-ce que c'est l'acte de territorialisation? On a inscrit dans notre Constitution... Vous voulez des lenders à la française alors? Que les collectivités locales doivent s'administrer librement. Libérer l'initiative, montrer qu'on est capable nous-mêmes de créer du développement économique, de la solidarité sociale, de la protection de l'environnement. On est même les lieux les mieux adaptés pour pouvoir innover, expérimenter et poursuivre le développement de notre pays. Et voilà ce que doit faire la loi qui est en cours de préparation. Alors, évidemment, avec un discours aussi dynamique, un tel allant, vous êtes assez énervé par les débats actuels sur les collectivités locales, bouc émissaire un peu de la crise, ne jouant pas le jeu dans la rigueur budgétaire, si on peut dire, si on caricature. Je crois que c'est pas raisonnable. Toute stigmatisation, d'ailleurs, n'est pas raisonnable quand on stigmatise les grands groupes, les PME, PMI, tout ça n'est pas, à mon avis, porteur de dynamisme. Et en plus, c'est faux.
quand on regarde les collectivités territoriales, dans la dette dont on a beaucoup parlé, elles ne pèsent que 10% de cette dette. Et elle pesait 20% il y a 15 ans. 90%, c'est l'État. C'est quand même pas l'État qui va nous stigmatiser. Nous sommes responsables de la situation d'aujourd'hui. La dette, d'accord, mais l'inflation des personnels, qu'en pensez-vous? Les doublons ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être rigoureux, qu'on ne doit pas être sérieux, notamment sur les frais de fonctionnement. Mais sachez que nous, la fameuse règle d'or dont on parle, on se l'applique depuis le début, puisque c'est constitutionnel. Nous ne pouvons pas emprunter 1 euro qui ne soit pas pour financer de l'investissement. L'État, il finance ses fins de mois. Le citoyen a du mal à s'y retrouver, donc qui fait quoi dans les collectivités? C'est-à-dire qui s'occupe de quoi? Il y a une superposition des missions, une superposition des structures. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des économies, des efforts de rationalisation? Bien sûr qu'il y a des économies. Tout le monde doit en faire, et notamment dans le couple entre les communes et les intercommunalités. Là, les doublons ne sont plus acceptables. Il faut vraiment qu'on arrive à rationaliser tout ça. Ce sera d'autant plus facile à faire qu'on confortera justement les intercommunalités demain dans la loi. Et quand on aura véritablement des contractualisations entre l'État, les régions et les autres territoires, pour avoir la plus grande efficience. À partir du moment où on a millefeuille, où chacun peut faire n'importe quoi, eh bien, on a des risques effectivement de doublons, de gaspillage. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour cela qu'il faut que la loi de décentralisation soit une loi claire. Au cours de cette journée, on voit bien que vous fluidifiez les relations entre les différents acteurs. Absolument, vous et voyez, notamment les acteurs économiques. Absolument, et très important, notamment que sur le plan économique, nous ayons des schémas régionaux avec évidemment les conseillers régionaux, mais aussi les grands pôles urbains, qui puissent contractualiser pour fixer la stratégie, qui soit une stratégie partagée. Et on peut le faire évidemment avec l'État. On a bien des contrats État-région qui sont devenus des contrats de projet État-région, qui doivent devenir des contrats de projet État-territoire. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Desto. Merci à vous.